Le carillon de la boulangerie résonna dans l'air matinal de Belleville, mais personne ne leva les yeux vers Élodie Bernard. À 31 ans, elle avait appris à devenir invisible, à glisser entre les regards comme une ombre familière mais indésirable. Ses mains, rougies par l'eau chaude et les produits de nettoyage, essuyaient machinalement le comptoir en marbre, tandis que les premiers clients de la journée entraient dans l'établissement de la rue de Ménilmontant. « 2 croissants et un café, s'il vous plaît », marmonna un homme en costume, évitant soigneusement son regard. Il posa l'argent sur le comptoir sans même effleurer ses doigts, comme si sa condition de mère célibataire était contagieuse. Élodie encaissa le paiement avec un sourire professionnel, ce masque qu'elle avait perfectionné au fil des années. Derrière ce sourire se cachait une femme brisée par les jugements, une mère qui se battait chaque jour pour offrir à sa fille de 4 ans un avenir meilleur que le sien. « Maman, j'ai terminé mon dessin !» La voix cristalline de Manon résonna depuis l'arrière-boutique, où M. Dubois, le propriétaire, avait aménagé un petit coin pour que l'enfant puisse jouer pendant que sa mère travaillait. « J'arrive, ma chérie », répondit Élodie, terminant de servir le client suivant. Elle s'éclipsa quelques instants pour admirer le chef-d'œuvre de sa fille. Un dessin coloré représentant une maison avec un jardin, 2 personnages qui se tenaient la main et un grand soleil jaune. « C'est nous, maman. Et regarde, j'ai dessiné papa aussi, » dit Manon en pointant du doigt le personnage masculin. Le cœur d'Élodie se serra. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que son père avait disparu du jour au lendemain en apprenant sa grossesse? Comment lui dire que les hommes comme lui considéraient les femmes comme des obstacles à leur liberté? « Il est très beau ton dessin, mon amour, » murmura-t-elle en caressant les cheveux châtains de sa fille. « Mais tu sais, nous deux, nous formons déjà une famille parfaite. » Manon la regarda de ses grands yeux verts, si semblables aux siens, et hocha la tête avant de retourner à ses crayons de couleur. De retour derrière le comptoir, Élodie reprit son travail sous les murmures des clients. Elle entendait leurs chuchotements, leurs commentaires à peine dissimulés. Une fille-mère qui traîne sa gamine au travail. À mon époque, on avait de la décence. Pauvre petite, elle ne connaîtra jamais la stabilité d'une vraie famille. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément dans son cœur meurtri. Mais Élodie avait appris à encaisser. Elle pensait aux factures qui s'accumulaient sur sa table de nuit, au loyer de leur minuscule appartement du 5e étage sans ascenseur, aux vêtements de Manon qui devenaient trop petits et qu'elle ne pouvait pas toujours remplacer. L'après-midi touchait à sa fin quand Madame Leclerc, une habituée du quartier, s'approcha du comptoir avec son air pincé habituel. « Élodie, j'espère que vous comprenez que je ne peux plus vous recommander pour garder mes petits-enfants. Vous comprenez, n'est-ce pas, les familles respectables préfèrent, comment dire, des références plus convenables. » Les joues d'Élodie s'empourprèrent, mais elle garda le silence. Perdre ces quelques heures de babysitting représentait une perte de revenus considérable, mais elle ne pouvait pas se permettre de répliquer. Dans son monde, les mères célibataires n'avaient pas le droit à la colère. « Je comprends, Madame Leclerc », répondit-elle simplement, la voix légèrement tremblante. En fin de journée, alors qu'elle nettoyait les dernières tables, Élodie reçut un appel de sa propriétaire. Le loyer accusait un retard de 15 jours, et malgré ses explications, Madame Roussel se montrait inflexible. « Écoutez, Élodie, je ne peux pas me permettre de jouer les assistantes sociales. Si vous ne régularisez pas votre situation d'ici la fin de la semaine, je serai obligé de vous donner congé. » Après avoir raccroché, Élodie s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Comment était-elle arrivée là? Comment la vie avait-elle pu devenir si difficile? Elle pensait à sa famille en Normandie, qui avait coupé les ponts après la naissance de Manon, incapable de supporter la honte qu'elle représentait à leurs yeux. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Manon était apparue silencieusement à ses côtés, ses petits bras entourant le cou de sa mère. « Ce n'est rien, ma puce. Maman est juste un peu fatiguée. Tu veux que je te chante la chanson de l'école pour te consoler ?» Élodie sourit à travers ses larmes. Sa fille était sa lumière dans cette obscurité, la raison pour laquelle elle continuait à se battre chaque jour. Elle la serra contre elle, respirant l'odeur de shampoing pour enfant dans ses cheveux. « Oui, ma chérie, j'aimerais beaucoup entendre ta chanson. »
Et tandis que la voix claire de Manon résonnait dans la boulangerie vide, Élodie ferma les yeux et se promit que, peu importe les obstacles, elle ne baisserait jamais les bras. Quelque part dans cette ville immense et souvent cruelle, il devait bien y avoir une place pour elles deux. Le lendemain les attendait avec son lot de défis et de jugements, mais pour l'instant, elle avait sa fille, et c'était tout ce qui comptait vraiment. Gabriel Moreau rajusta sa cravate de soie italienne devant le miroir de son bureau, au 16e étage d'un immeuble haussmannien de la rive gauche. À 35 ans, il incarnait la réussite parisienne. Héritier d'un empire immobilier, diplômé de HEC, membre du Jockey Club. Pourtant, derrière cette façade impeccable, se cachait un homme hanté par des secrets que même sa fortune ne pouvait effacer. « Monsieur Moreau, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé ?» annonça sa secrétaire, mademoiselle Laurent, par l'interphone. Gabriel hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Depuis 3 semaines, il n'arrivait pas à chasser de ses pensées le contenu du testament de sa sœur Camille, morte dans un accident de voiture 6 ans auparavant. Ce document, récemment découvert dans les archives familiales, révélait l'existence d'un secret qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille. Camille avait eu une fille, une petite fille qu'elle avait confiée à un homme qui l'avait ensuite abandonnée. Le nom figurait dans les documents. Thomas Dubois, un musicien de jazz sans avenir, qui avait fui ses responsabilités en apprenant la grossesse de Camille. Mais le plus troublant était l'acte de naissance. L'enfant avait été déclaré sous le nom de Manon Bernard, portant le nom de sa mère adoptive. Gabriel ferma les yeux, revoyant le visage de sa sœur. Camille avait toujours été rebelle, passionnée, différente de leur famille bourgeoise. Elle avait rompu avec leurs parents conservateurs pour mener sa vie comme elle l'entendait. Mais une fille, pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Monsieur Moreau, la voix de mademoiselle Laurent le ramena à la réalité. Annulez tous mes rendez-vous de l'après-midi, déclara-t-il brusquement. J'ai quelque chose d'important à faire. 1 heure plus tard, Gabriel se tenait devant la boulangerie de la rue de Ménilmontant, dans un quartier qu'il n'avait jamais fréquenté. Son costume 3 pièces Armani détonnait parmi les passants en jeans et baskets. Il avait mené son enquête discrètement. Élodie Bernard, 31 ans au moment de l'adoption, mère célibataire, travaillait dans cette boulangerie depuis 4 ans. Le carillon tinta quand il poussa la porte. L'odeur de pain frais et de café lui rappela étrangement son enfance, quand sa grand-mère l'emmenait dans de petites boulangeries de quartier. Son regard parcourut l'établissement modeste mais propre, avant de se poser sur la femme derrière le comptoir. Élodie Bernard était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière, quelques mèches rebelles s'échappant de son chignon. Ses yeux verts, fatigués mais doux, levèrent vers lui avec une expression de surprise, mêlée de méfiance. Elle n'avait pas l'habitude de voir des hommes en costume dans son établissement. « Bonjour, monsieur, que puis-je vous servir ?» Sa voix était douce, posée, avec un léger accent normand qui la rendait encore plus attachante. Gabriel resta un moment silencieux, troublé par cette première rencontre. Comment aborder une femme qu'il ne connaissait pas pour lui parler de sa nièce? Comment lui expliquer qu'il avait découvert un lien familial dont elle ignorait probablement l'existence? « Un café, s'il vous plaît, et... » Il hésita, regardant autour de lui. « J'aimerais aussi un croissant. » Élodie s'affaira à préparer sa commande, consciente du regard insistant de cet homme élégant. Elle avait appris à se méfier des hommes en costume qui s'aventuraient dans son quartier. Ils venaient parfois en touristes, curieux de voir comment vivait le peuple, ou pire, avec des intentions qu'elle préférait ne pas imaginer. « Voilà, monsieur, cela fera 4,50 €. Gabriel paya, laissant un pourboire généreux qui fit froncer les sourcils d'Élodie. Il s'installa à une petite table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer la rue animée, tout en gardant un œil sur elle. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» Une petite fille aux cheveux châtains apparut soudain depuis l'arrière-boutique, brandissant un nouveau dessin. Gabriel faillit renverser son café. Manon, sa nièce, l'enfant de Camille. La ressemblance était frappante. Les mêmes yeux verts expressifs, les mêmes cheveux ondulés, la même fossette au menton que sa sœur. Gabriel sentit sa gorge se nouer.
Comment avait-il pu ignorer l'existence de cet enfant pendant toutes ces années? C'est magnifique, ma chérie, dit Élodie en s'accroupissant pour admirer le dessin. Qu'est-ce que c'est? C'est un château. Et regarde, j'ai dessiné une princesse qui vit dedans. Elle s'appelle Manon, comme moi. Élodie sourit, mais Gabriel remarqua la tristesse qui traversa brièvement son regard. Cette femme aimait cet enfant de tout son cœur, cela ne faisait aucun doute. Mais elle portait aussi le poids d'une solitude qu'il reconnaissait, pour l'avoir longtemps éprouvée lui-même. « Excusez-moi, dit-il en s'approchant du comptoir. J'ai remarqué que vous avez une charmante petite fille. Quel âge a-t-elle » Élodie se raidit immédiatement. Les questions sur Manon éveillaient toujours sa méfiance. « Elle a 4 ans, monsieur. Pourquoi cette question? Pardonnez-moi, je ne voulais pas être indiscret. C'est juste que... Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu autrefois. Le mensonge lui brûlait la langue, mais comment dire la vérité? Gabriel réalisa qu'il n'était pas préparé à cette rencontre. Il avait imaginé une approche différente, plus progressive, mais voir Manon en chair et en os avait bouleversé tous ses plans. « Maman, qui c'est le monsieur ?» demanda Manon en regardant Gabriel avec une curiosité enfantine. « C'est un client, ma puce. Retourne jouer dans l'arrière-boutique. » Mais Manon ne bougea pas. Elle continuait à observer Gabriel avec une intensité troublante, comme si elle cherchait à déchiffrer quelque chose dans son visage. « Vous ressemblez à quelqu'un, » dit-elle soudain, « mais je ne sais pas qui. » Le cœur de Gabriel se serra. Cette enfant avait-elle hérité de l'intuition de Camille? Était-il possible qu'elle ressente inconsciemment le lien qui les unissait? « Manon, va jouer maintenant, » insista Élodie, visiblement mal à l'aise. L'enfant obéit à contre-cœur, mais Gabriel remarqua qu'elle continuait à l'observer depuis l'arrière-boutique. « Votre fille est très intelligente, » dit-il en terminant son café. « Ce n'est pas ma fille biologique, » répondit Élodie, surprise par sa propre franchise. « Je l'ai adoptée quand elle était bébé. Sa mère n'était plus là pour s'occuper d'elle. » Gabriel sentit son cœur s'emballer. Élodie ne savait donc rien de l'identité réelle de la mère de Manon. Comment Camille avait-elle organisé cette adoption? Combien de secrets sa sœur avait-elle emporté dans sa tombe? « Vous avez fait quelque chose de merveilleux, » dit-il sincèrement. « Élever un enfant seul, cela demande beaucoup de courage. » Élodie le regarda avec surprise. Les compliments étaient rares dans sa vie, surtout venant d'hommes qui semblaient appartenir à un monde si différent du sien. « Je dois y aller, » dit Gabriel en se levant. « Merci pour le café. Il était excellent. » Il paya de nouveau, laissant cette fois un pourboire encore plus généreux, et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. « J'espère que nous nous reverrons bientôt, Madame Bernard. » Élodie resta figée, troublée par cette rencontre étrange. Comment connaissait-il son nom? Et pourquoi avait-elle l'impression que cet homme cachait quelque chose d'important? Dehors, Gabriel marchait rapidement vers sa voiture, l'esprit en ébullition. Il avait trouvé sa nièce, et elle était entre de bonnes mains. Mais maintenant, il devait décider quoi faire de cette information. Révéler la vérité à Élodie risquait de bouleverser leur vie. Mais garder le secret lui semblait tout aussi cruel. Une chose était certaine, il reviendrait. Il devait apprendre à connaître Manon, et peut-être aussi comprendre pourquoi Élodie Bernard avait accepté d'élever l'enfant d'une inconnue. Car quelque chose lui disait que cette femme aux yeux verts cachait elle aussi ses propres secrets. Gabriel passa la nuit suivante à fouiller dans les affaires de Camille, stockées dans le grenier de l'hôtel particulier familial du 7e arrondissement. Ses parents, Henri et Marguerite Moreau, avaient conservé précieusement tout ce qui appartenait à leur fille disparue, comme un sanctuaire à sa mémoire. Mais ils n'avaient jamais mentionné l'existence d'une petite fille. Sous la lumière blafarde d'une lampe de bureau, Gabriel examina chaque lettre, chaque photo, chaque document. Il découvrit le journal intime de sa sœur, un carnet de cuir rouge qu'elle avait tenu pendant ces dernières années. Les mots de Camille résonnaient dans le silence, révélant une femme amoureuse et désespérée. 15 mars 2018. Thomas m'a quitté aujourd'hui. Il dit qu'il n'est pas prêt pour la paternité, que sa carrière musicale passe avant tout. Comment peut-on abandonner son propre enfant avant même sa naissance? Je suis enceinte de 4 mois et je me retrouve seule. Gabriel tourna les pages, le cœur serré.
Sa sœur avait vécu un calvaire qu'il n'avait jamais soupçonné. 3 avril 2018. J'ai rencontré Élodie aujourd'hui. Elle travaillait comme aide-soignante dans la maternité où je fais mes consultations. Elle m'a parlé de sa propre histoire, de sa stérilité, de son rêve d'avoir un enfant. Il y a quelque chose de pur en elle, quelque chose que je reconnais. Peut-être est-ce le destin qui nous a fait nous rencontrer. Gabriel s'arrêta, relisant le passage. Élodie avait travaillé dans une maternité. Elle avait rencontré Camille pendant sa grossesse. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. 20 mai 2018. J'ai pris ma décision. Je ne peux pas élever cet enfant seul, pas avec papa et maman qui refusent de me parler depuis que j'ai quitté la maison. Élodie accepte d'adopter ma fille. Elle l'aimera comme si c'était la sienne, j'en suis certaine. C'est mieux ainsi. Mon bébé aura une vraie mère, pas une femme brisée comme moi. Les larmes brouillèrent la vision de Gabriel. Sa sœur avait souffert en silence, croyant que sa famille l'avait abandonné. Si seulement il avait su, s'il avait été là pour la soutenir, peut-être que les choses auraient été différentes. Le lendemain matin, Gabriel se rendit chez ses parents dans leur somptueuse demeure de Neuilly-sur-Seine. Henri Moreau, 68 ans, patriarche de la famille et ancien président du conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises, accueillit son fils dans son bureau lambrissé de chêne. « Gabriel, quelle surprise! Tu ne viens habituellement jamais le matin. Papa, nous devons parler. À propos de Camille. » Le visage de Henri se durcit immédiatement. Depuis la mort de sa fille, il refusait catégoriquement d'évoquer sa mémoire, comme si le silence pouvait atténuer sa culpabilité. « Ton père a raison, Gabriel », intervint Marguerite en entrant dans la pièce, élégante dans son tailleur Chanel. « À quoi bon remuer le passé? Camille nous a fait assez souffrir de son vivant. Elle a eu une fille, maman. Votre petite fille. Elle vit à Paris, et vous ne le saviez même pas. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri s'effondra dans son fauteuil, tandis que Marguerite porta la main à sa bouche livide. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Camille nous l'aurait dit. Elle vous l'aurait dit si vous ne l'aviez pas reniée quand elle a refusé d'épouser le fils des Beaumont, » répliqua Gabriel avec amertume. « Elle vous l'aurait dit si vous aviez accepté ses choix de vie au lieu de la juger en permanence. » Henri se leva péniblement, ses 80 ans pesant soudain sur ses épaules. « Où est cet enfant maintenant ? Elle a été adoptée par une femme remarquable, elle s'appelle Manon, elle a 4 ans et elle ne sait rien de ses origines. Il faut la ramener ici, » déclara immédiatement Marguerite. « C'est une Moreau, sa place est dans cette famille ? Non !» La voix de Gabriel claqua comme un coup de fouet. « Vous avez perdu ce droit quand vous avez abandonné Camille. Cet enfant a une mère qui l'aime, qui se sacrifie pour elle chaque jour. Je ne laisserai personne détruire cela. » Pendant ce temps, rue de Ménilmontant, Élodie tentait de comprendre l'étrange rencontre de la veille. L'homme au costume impeccable l'avait troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait eu quelque chose dans son regard quand il avait observé Manon, une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Élodie, vous rêvez ?» Monsieur Dubois, le propriétaire de la boulangerie, la fit sursauter. « Le client attend sa commande. »« Excusez-moi » bafouilla-t-elle en se concentrant sur son travail. L'après-midi était calme quand Gabriel réapparut. Cette fois, il semblait différent, moins sûr de lui, comme s'il portait le poids d'une décision difficile. « Bonjour, Madame Bernard. »« Monsieur. » Elle réalisa qu'elle ne connaissait pas son nom. « Moreau. Gabriel Moreau. » Le nom ne lui disait rien, mais elle hocha poliment la tête. « Que puis-je vous servir aujourd'hui ? » ?»« La même chose qu'hier, s'il vous plaît. » Et il hésita. « J'aimerais vous poser une question, si vous le permettez. » Élodie se raidit légèrement. « Je vous écoute. Vous avez dit hier que vous aviez adopté Manon quand elle était bébé. Pouvez-vous me parler de sa mère biologique ?» Cette fois, Élodie posa brutalement la tasse de café sur le comptoir. « Monsieur Moreau, je ne vous connais pas. Pourquoi voulez-vous savoir cela ?» Gabriel comprit qu'il devait faire preuve de délicatesse. Une mauvaise approche, et Élodie pourrait lui interdire de revenir, lui coupant tout lien avec sa nièce. « Pardonnez-moi. J'étais avocat avant de reprendre l'entreprise familiale. J'ai l'habitude de poser des questions directes.
C'est juste que votre fille me rappelle vraiment quelqu'un. Ma fille s'appelle Manon Bernard, répondit Élodie fermement. Peu importe qui était sa mère biologique, je suis sa mère maintenant, et c'est tout ce qui compte. Gabriel admira sa détermination. Cette femme protégeait farouchement son enfant, exactement comme une vraie mère devait le faire. Vous avez raison, je suis désolé d'avoir été indiscret. Manon choisit ce moment pour apparaître, tenant à la main une poupée aux cheveux châtains qu'Élodie lui avait offerte pour son anniversaire. « Maman, regarde, j'ai coiffé Bella comme toi !» Gabriel observa la scène avec émotion. L'enfant rayonnait d'amour et de confiance. Comment pourrait-il perturber cet équilibre parfait? Mais en même temps, comment pourrait-il tourner le dos à la seule famille qui lui restait? « Elle est très belle, ta poupée, » dit-il doucement à Manon. « Merci. Et vous, vous avez des enfants ?» La question innocente frappa Gabriel en pleine poitrine. « Non, je n'ai pas d'enfants. »« C'est dommage. Vous avez l'air gentil. » Élodie prit la main de sa fille. « Viens, Manon. Monsieur Moreau doit partir. » Gabriel comprit le message. Il termina son café en silence, paya et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. « Madame Bernard, je reviendrai demain, si cela ne vous dérange pas. Votre café est vraiment excellent. » Après son départ, Élodie resta songeuse. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme, quelque chose qui l'intriguait et l'inquiétait à la fois. Pourquoi s'intéressait-il tant à Manon? Et surtout, pourquoi avait-elle l'impression qu'il lui cachait quelque chose d'important? Cette nuit-là, elle eut du mal à s'endormir, hantée par le regard trouble de Gabriel Moreau et par les questions qu'il soulevait sur le passé de sa fille. Gabriel tint sa promesse et revint le lendemain, puis le surlendemain. En une semaine, ses visites quotidiennes à la boulangerie devinrent une routine qui n'échappa à personne dans le quartier. Les habitants de Belleville commençaient à chuchoter sur l'homme élégant qui semblait s'intéresser de près à la petite famille Bernard. « C'est louche, cette histoire », murmurait Madame Petit, la voisine du dessus, en achetant sa baguette quotidienne. « Un homme comme ça, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir à notre Élodie ?» Élodie elle-même se posait la même question. Gabriel Moreau était devenu un mystère qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Chaque jour, il commandait la même chose, un café et un croissant, s'installait à la même table près de la fenêtre et engageait la conversation avec une politesse qui semblait sincère mais cachait visiblement autre chose. Ce matin-là, exceptionnellement, Manon était restée à la maison avec une légère fièvre. Élodie avait demandé à Madame Durand, sa voisine du 3e étage, de la garder quelques heures. « Votre fille n'est pas là aujourd'hui ?» demanda Gabriel en remarquant l'absence de l'enfant. « Elle est un peu malade, rien de grave, » répondit Élodie en lui servant son café habituel. « Une petite fièvre. » Gabriel fronça immédiatement les sourcils, son inquiétude genuine surprenant Élodie. « Avez-vous consulté un médecin ? Les enfants de cet âge peuvent développer des complications rapidement. Je n'ai pas les moyens de faire venir un médecin pour une simple fièvre, Monsieur Moreau. » La réponse d'Élodie était teintée d'une fierté blessée. « Manon ira mieux demain. » Gabriel eut envie de lui proposer de payer le médecin, mais il se retint. Il commençait à comprendre qu'Élodie Bernard était une femme fière qui n'accepterait jamais la charité, surtout venant d'un inconnu. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas être indiscret. C'est juste que j'ai perdu ma sœur dans un accident, et depuis, je m'inquiète peut-être trop pour les enfants. » Cette confidence spontanée surprit Élodie. Pour la première fois, Gabriel Moreau lui révélait quelque chose de personnel, et elle entrevit une faille dans son armure de politesse distante. « Je suis désolée pour votre perte, » dit-elle sincèrement. « C'est récent, 6 ans, mais on ne s'habitue jamais vraiment. » Un silence confortable s'installa entre eux. Élodie nettoyait machinalement le comptoir, tandis que Gabriel sirotait son café, perdu dans ses pensées. « Elle avait quel âge ?» demanda finalement Élodie. « 28 ans. Elle était très différente de notre famille. Rebelle, passionnée, elle suivait toujours son cœur plutôt que sa raison. » Gabriel parlait de Camille avec une tendresse qui émut Élodie. Elle reconnaissait la douleur de la perte, cette blessure qui ne cicatrisait jamais complètement. « Elle vous manque énormément, et je regrette de ne pas avoir été plus proche d'elle de son vivant. Notre famille
Nous n'étions pas très doués pour exprimer nos sentiments. Élodie hocha la tête. Elle comprenait les regrets familiaux, elle qui n'avait plus parlé à ses parents depuis la naissance de Manon. L'après-midi fut plus calme que d'habitude. Gabriel était reparti après 1 heure, mais il avait laissé un livre pour enfants sur la table. Les aventures de Petit Ours, avec un mot, pour Manon, en espérant qu'elle se rétablira vite. Élodie contempla le livre, troublée par cette attention délicate. Gabriel Moreau l'intriguait de plus en plus. Il y avait en lui une gentillesse réelle, mais aussi une retenue qui suggérait des secrets non dits. Le soir, en rentrant chez elle, Élodie trouva Manon beaucoup mieux. Sa fièvre était tombée et elle réclamait déjà de retourner jouer. « Maman, regarde ce que m'a donné le monsieur gentil !» s'exclama Manon en découvrant le livre. « Il s'appelle Monsieur Moreau, ma chérie. »« Monsieur Moreau. Et pourquoi il vient tout le temps à la boulangerie? Il n'aime que notre café. » Élodie caressa les cheveux de sa fille. « Je ne sais pas, mon amour. Peut-être qu'il se sent seul, comme nous avant. » La question innocente de Manon fit réfléchir Élodie. Était-ce cela qu'elle reconnaissait chez Gabriel Moreau, cette solitude qu'elle connaissait si bien? Le lendemain, Gabriel arriva plus tôt que d'habitude, visiblement soulagé de voir Manon gambader derrière le comptoir. « Monsieur Moreau, merci pour le livre. Maman me l'a lu 3 fois hier soir. » Gabriel sourit, un vrai sourire qui transforma complètement son visage. « Je suis content qu'il te plaise. Tu vas mieux? »« Oui. Regardez, j'ai fait un dessin pour vous. » Manon lui tendit une feuille de papier sur laquelle elle avait dessiné un homme en costume à côté d'une petite fille et d'une femme. Au-dessus, elle avait écrit en lettres maladroites « Mes amis ». Gabriel contempla le dessin, la gorge serrée. Cet enfant l'avait déjà adopté dans son univers, sans poser de questions, avec cette facilité que seuls les enfants possèdent. « Il est magnifique », murmura-t-il. « Je peux le garder ? » ?»« Bien sûr. Maman, je peux montrer mes autres dessins à Monsieur Moreau ?» Élodie observait la scène avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Manon s'attachait visiblement à cet homme, mais que se passerait-il quand il disparaîtrait de leur vie, comme tous les autres? « Manon, ne dérange pas Monsieur Moreau avec tes dessins. »« Cela ne me dérange pas du tout, » intervint Gabriel. « J'aimerais beaucoup les voir. » Pendant que Manon allait chercher ses œuvres d'art, Gabriel s'adressa à Élodie. « Vous n'avez pas confiance en moi. Ce n'était pas une question, mais une constatation. » Élodie soupira. « Je ne connais rien de vous, Monsieur Moreau. Vous apparaissez dans notre vie, vous vous montrez gentil avec ma fille, mais je ne sais pas ce que vous voulez vraiment. » Gabriel comprit qu'il était arrivé à un point de non-retour. Il devait faire un choix, révéler une partie de la vérité ou risquer de perdre la confiance naissante d'Élodie. « Vous avez raison d'être méfiante, » dit-il lentement. « Mais je vous assure que mes intentions sont honorables. J'ai l'impression de retrouver quelque chose que j'ai perdu en vous voyant avec Manon. Une chaleur familiale que je n'ai jamais vraiment connue. » Cette confession surprit Élodie par sa sincérité. Gabriel Moreau, cet homme apparemment si sûr de lui, révélait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas soupçonnée. « Voilà tous mes dessins !» annonça Manon en revenant avec une pile de feuilles colorées. Gabriel passa l'heure suivante à admirer chaque création, posant des questions, encourageant l'enfant, la faisant rire. Élodie les observait, émue, malgré elle par la patience et la gentillesse de cet homme avec sa fille. Quand Gabriel repartit ce jour-là, quelque chose avait changé. Les barrières entre eux s'étaient légèrement abaissées, laissant place à une compréhension mutuelle encore fragile, mais réelle. Élodie commençait à entrevoir l'homme derrière le costume impeccable, et ce qu'elle découvrait la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. 3 semaines après leur première rencontre, Gabriel était devenu une présence familière dans la vie d'Élodie et Manon. Ses visites quotidiennes avaient évolué. Il restait plus longtemps, aidait parfois Élodie à nettoyer les tables en fin de service et avait même accepté de dîner avec elle dans leur petit appartement du 5e étage. Ce soir-là, assis à la petite table de la cuisine d'Élodie, Gabriel observait Manon, qui coloriant consciencieusement un nouveau dessin. L'appartement était modeste mais chaleureux, décoré avec goût malgré les moyens limités. Des photos de Manon ornaient les murs, témoignant de chaque étape de sa croissance. « Monsieur Gabriel, vous voulez voir ma chambre ?» demanda Manon en posant ses crayons.
Manon, Monsieur Moreau n'a pas forcément envie de... commença Élodie. J'aimerais beaucoup, l'interrompit Gabriel avec un sourire. La chambre de Manon était un petit cocon rose et blanc. Un lit en forme de carrosse, quelques peluches soigneusement rangées, et sur le mur, tous les dessins qu'elle avait réalisés depuis qu'elle savait tenir un crayon. « Maman a gardé tous mes dessins depuis que je suis toute petite », expliqua fièrement Manon. « Même ceux d'avant, quand je ne savais pas bien dessiner. » Gabriel s'approcha du mur, étudiant attentivement les œuvres de l'enfant. Il remarqua que les premiers dessins, datés de quand Manon avait 2 ans, montraient systématiquement 2 personnages, une grande figure féminine et une petite. Jamais de figure paternelle, jamais de famille traditionnelle. « Dis-moi, Manon, » dit-il en s'accroupissant à sa hauteur, « est-ce que tu te souviens de quelque chose d'avant de vivre avec maman Élodie ?» L'enfant fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Non, enfin peut-être. Parfois je rêve d'une dame qui sentait bon les fleurs, mais maman dit que ce sont juste des rêves. » Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Camille adorait les parfums floraux. C'était sa signature olfactive. Était-il possible que Manon garde des souvenirs inconscients de sa mère biologique? Gabriel, la voix d'Élodie, depuis la cuisine, l'arracha à ses pensées. « Tout va bien ?»« Oui, nous arrivons, » répondit-il en prenant la main de Manon. De retour dans la cuisine, Élodie servit un dessert simple, des compotes de pommes qu'elle avait préparées elle-même. Gabriel remarqua qu'elle évitait soigneusement les produits industriels, privilégiant toujours le fait maison malgré les contraintes financières. « Élodie, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle leva les yeux vers lui, légèrement méfiante. « Je vous écoute. Comment avez-vous rencontré la mère de Manon? Comment l'adoption s'est-elle passée ?» Élodie posa sa cuillère, visiblement mal à l'aise. « Pourquoi cette question? Pardonnez-moi, je suis curieux de nature, et puis, j'admire ce que vous avez fait. Adopter un enfant seul, cela demande beaucoup de courage. Je travaillais comme aide-soignante à la maternité de l'hôpital Saint-Louis, commença Élodie après un long silence. J'y ai rencontré Camille, la mère de Manon. Elle était très jeune, très seule aussi. Son compagnon l'avait abandonnée en apprenant la grossesse. » Gabriel retint son souffle. Entendre le prénom de sa sœur dans la bouche d'Élodie lui faisait un effet étrange. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever son enfant. Sa famille avait coupé les ponts avec elle. Elle n'avait aucun soutien. Quand elle a appris que j'étais stérile, que j'avais toujours rêvé d'avoir un enfant, Élodie s'arrêta, les yeux embués. Elle m'a proposé d'adopter son bébé. Nous avons passé les derniers mois de sa grossesse ensemble. Je l'accompagnais à tous ses rendez-vous médicaux. Et après la naissance, Camille a tenu Manon dans ses bras pendant quelques heures, puis elle me l'a confiée. Elle m'a dit qu'elle partait refaire sa vie ailleurs, qu'elle ne reviendrait jamais. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Gabriel ferma les yeux, imaginant sa sœur dans ce lit d'hôpital, prenant la décision la plus difficile de sa vie. Si seulement il avait su. « Elle vous manque parfois ?» demanda-t-il doucement. « Qui ça? Camille ?» Élodie réfléchit. « Au début, oui. J'aurais aimé qu'elle reste dans notre vie, qu'elle soit comme une tante pour Manon. Mais j'ai compris que c'était trop douloureux pour elle. Voir grandir un enfant qu'on a porté, mais qu'on ne peut pas élever. Et Manon, vous lui parlez de sa mère biologique? Elle sait qu'elle est adoptée, bien sûr, mais elle est encore trop petite pour comprendre tous les détails. Un jour, quand elle sera plus grande, je lui expliquerai que sa première maman l'aimait tellement qu'elle a voulu lui donner la meilleure vie possible. » Gabriel admira la délicatesse avec laquelle Élodie abordait ce sujet délicat. Cette femme était vraiment exceptionnelle. « Maman, je peux montrer à monsieur Gabriel la photo de ma première maman ?» demanda soudain Manon. Gabriel faillit s'étrangler avec sa compote. « Quelle photo? Camille m'a laissé une seule photo d'elle, » expliqua Élodie, « pour que Manon puisse la voir quand elle grandirait. » Elle se leva et alla chercher dans un tiroir une petite photo en couleur. Gabriel la reconnut immédiatement. C'était un portrait de Camille pris quelques mois avant l'accident. Elle souriait, radieuse malgré sa grossesse visible. « Elle était belle, n'est-ce pas ?» dit Élodie en montrant la photo à Gabriel. Il hocha la tête, incapable de parler. Voir le visage de sa sœur dans cette cuisine, dans cette intimité familiale qu'elle avait créée pour sa fille, était bouleversant. «
Monsieur Gabriel, vous pleurez » observa Manon avec sa perspicacité d'enfant. Gabriel essuya rapidement ses yeux. « Excusez-moi, cette photo, votre première maman me rappelle vraiment quelqu'un que j'ai connu. » Élodie l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans la réaction de Gabriel qui l'intriguait. Une émotion trop forte pour une simple ressemblance. « Vous l'avez connue » demanda-t-elle prudemment. Gabriel réalisa qu'il venait de commettre une erreur. Comment expliquer sa réaction sans révéler la vérité? Non, pas personnellement, mais elle ressemble énormément à ma sœur. Vraiment énormément. Élodie continua à l'observer, ses soupçons grandissant. Il y avait quelque chose que Gabriel ne lui disait pas, quelque chose d'important. Son instinct maternel lui soufflait qu'elle devait se méfier, mais en même temps, elle ne pouvait nier la gentillesse sincère qu'il montrait envers Manon. « Il faut que j'y aille », déclara soudain Gabriel en se levant. « Merci pour ce délicieux dîner. » Il embrassa Manon sur le front et serra la main d'Élodie, mais elle sentit qu'il tremblait légèrement. Après son départ, Élodie resta longtemps assise à table, fixant la photo de Camille. Pour la première fois depuis des semaines, elle se demanda si elle avait eu raison de faire confiance à Gabriel Moreau. Il cachait quelque chose, c'était évident. Mais quoi? Et surtout, cela représentait-il un danger pour Manon? Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil, hantée par les questions qui se bousculaient dans sa tête. Gabriel connaissait-il vraiment Camille? Était-ce pour cela qu'il s'intéressait tant à Manon? Et si oui, que voulait-il exactement? Gabriel ne dormit pas de la nuit. Voir la photo de Camille avait ravivé sa culpabilité et sa douleur, mais aussi renforcé sa détermination. Il devait dire la vérité à Élodie, quelles qu'en soient les conséquences. Manon était sa nièce, et malgré l'amour évident qui l'unissait à sa mère adoptive, elle avait le droit de connaître ses origines. Le lendemain matin, il se présenta plus tôt que d'habitude à la boulangerie, mais Élodie l'accueillit avec une froideur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Bonjour, monsieur Moreau » dit-elle sans lever les yeux de sa caisse. « Élodie, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Voici votre café et votre croissant. » Gabriel remarqua qu'elle avait volontairement évité tout contact physique en posant la tasse sur le comptoir. La distance qu'elle mettait entre eux était palpable. « Élodie, s'il vous plaît, hier soir, j'ai réagi bizarrement à cause de la photo, et je comprends que cela vous inquiète. Monsieur Moreau, je ne vous connais que depuis quelques semaines. Vous vous intéressez beaucoup trop à ma fille et à notre vie privée. J'ai réfléchi cette nuit, et je pense qu'il vaut mieux que vous ne reveniez plus ici. » Les mots d'Élodie frappèrent Gabriel comme une gifle. Il comprenait sa méfiance, mais l'idée de perdre le contact avec Manon et avec elle le terrifiait. « Vous vous trompez sur mes intentions. »« Vraiment ? Alors expliquez-moi pourquoi un homme riche comme vous vient tous les jours dans une petite boulangerie de Belleville. Expliquez-moi pourquoi vous posez sans arrêt des questions sur le passé de ma fille. Expliquez-moi pourquoi vous avez failli vous évanouir en voyant la photo de Camille. » Gabriel ouvrit la bouche pour répondre, mais M. Dubois sortit à ce moment-là de l'arrière-boutique. « Un problème, Élodie ? » ?»« Non, Monsieur Dubois. Monsieur Moreau s'en allait justement. » Gabriel comprit qu'il n'aurait pas d'autre occasion. Il paya son café et sortit, mais resta devant la vitrine, espérant croiser le regard d'Élodie. Elle l'ignora ostensiblement. Dans l'après-midi, désespéré, Gabriel prit une décision radicale. Il retourna voir ses parents à Neuilly. « Je veux révéler la vérité à Élodie Bernard », annonça-t-il sans préambule en entrant dans le salon où sa mère prenait le thé. « Gabriel, quelle idée ridicule !» s'exclama Marguerite. « Cette femme pourrait exiger de l'argent, créer un scandale. Pense à notre réputation. » « Notre réputation !» Gabriel éclata d'un rire amer. « Vous voulez parler de la réputation qui a poussé Camille à mourir seule, sans jamais nous avoir présenté sa fille. » Henri, qui lisait son journal dans son fauteuil, leva les yeux. « Gabriel a peut-être raison, Marguerite. Cet enfant est notre sang. Et si cette Élodie Bernard est vraiment une femme bien, c'est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. » L'interrompit Gabriel avec passion. « Elle élève Manon avec un amour et un dévouement extraordinaires. Elle sacrifie tout pour cet enfant. Alors pourquoi vouloir perturber leur équilibre ?» demanda Marguerite, pragmatique. « Parce que Manon a le droit de connaître sa famille, parce qu'Élodie mérite la vérité, et parce que... »
Gabriel hésita, puis continua. « Parce que je suis tombé amoureux d'elles deux, de la mère et de l'enfant. Je veux faire partie de leur vie, mais pas en mentant. » Le silence qui suivit cette confession fut lourd de sens. Marguerite porta la main à son cœur, tandis que Henri posait son journal. « Tu es tombé amoureux d'une ouvrière ?» murmura sa mère, horrifiée. « Je suis tombé amoureux d'une femme exceptionnelle qui se trouve à travailler dans une boulangerie. Oui, une femme qui vaut 1000 fois mieux que toutes ces héritières que vous m'avez présentées au fil des ans. » Pendant ce temps, rue de Ménilmontant, Élodie tentait de reprendre le cours normal de sa vie. Mais l'absence de Gabriel se faisait cruellement sentir, surtout pour Manon. « Maman, pourquoi monsieur Gabriel ne vient plus ?» demanda l'enfant pour la 3e fois de la journée. « Il était très occupé, ma chérie. Il ne pouvait plus venir nous voir. Mais il va revenir. J'ai fait un nouveau dessin pour lui. » Élodie serra sa fille contre elle, le cœur lourd. Elle aussi, malgré ses doutes, ressentait l'absence de Gabriel. Il y avait eu quelque chose de rassurant dans sa présence quotidienne, une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Le soir, alors qu'elle couchait Manon, l'enfant lui posa la question qui lui brisa le cœur. « Maman, c'est parce que j'ai pas de papa que monsieur Gabriel ne vient plus ?»« Mais non, ma puce, pourquoi dis-tu ça ? À l'école, Léa dit que les messieurs gentils avec les petites filles, c'est toujours les papas. Et comme j'en ai pas, peut-être que monsieur Gabriel a trouvé ça bizarre. » Élodie s'assit sur le lit de sa fille, cherchant les mots justes. « Écoute-moi bien, Manon. Il y a plein de familles différentes dans le monde. Certaines ont un papa et une maman. D'autres ont juste une maman, d'autres juste un papa. Et certaines ont 2 mamans ou 2 papas. Ce qui compte, c'est l'amour. Et toi, tu es aimé plus que tout au monde. Mais j'aimerais bien avoir un papa quand même. » murmura Manon en serrant sa poupée contre elle. Cette nuit-là, Élodie pleura silencieusement dans son lit. Gabriel Moreau avait bouleversé leur petite vie équilibrée. Manon s'était attachée à lui, et elle-même avait commencé à imaginer, à espérer. Non, elle ne devait pas penser à cela. Des hommes comme lui n'épousaient pas des femmes comme elle. Le lendemain matin, elle eut la surprise de voir Gabriel attendre devant la boulangerie avant l'ouverture. Il tenait à la main un grand bouquet de fleurs et une enveloppe. « Élodie, s'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes. » Elle hésita, puis ouvrit la porte. « 5 minutes, pas plus. Et Manon ne doit pas vous voir. Je comprends vos doutes, et vous avez raison de protéger Manon. Mais avant de me chasser définitivement de votre vie, lisez cette lettre. Elle contient la vérité sur mes intentions. » Il lui tendit l'enveloppe et le bouquet. « Ces fleurs sont pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Manon. Vous êtes une mère extraordinaire. » Élodie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Gabriel, lisez-la quand vous serez seul, et après vous déciderez si vous voulez encore me voir ou non. » Il partit sans se retourner, laissant Élodie avec 1000 questions et une enveloppe qui contenait peut-être les réponses qu'elle cherchait depuis des semaines. Cette lettre allait changer leur vie à tous les 3, mais Élodie ne le savait pas encore. Élodie attendit la fin de sa journée de travail pour ouvrir la lettre de Gabriel. Une fois Manon endormie, elle s'installa à la petite table de sa cuisine, une tasse de thé à la main, et déplia les feuillets manuscrits d'une écriture élégante et régulière. « Chère Élodie, je commence cette lettre en vous demandant pardon pour tous les mensonges par omission que j'ai commis ces dernières semaines. Vous méritez la vérité, et Manon aussi, même si cette vérité risque de bouleverser votre vie. Mon nom complet est Gabriel Moreau. Je suis effectivement entrepreneur dans l'immobilier, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Camille Moreau, la mère biologique de Manon, était ma sœur cadette. Je vois d'ici votre surprise, peut-être votre colère. Je comprends que vous vous sentiez trahi, manipulé, mais laissez-moi vous expliquer comment j'ai découvert l'existence de Manon. Camille est morte dans un accident de voiture, il y a 6 ans, quelques mois après avoir confié Manon à vos soins. Mes parents et moi n'avons jamais su qu'elle avait eu un enfant. Ma sœur avait rompu avec notre famille 2 ans avant sa grossesse. Lassés de nos jugements et de nos attentes. Nous étions une famille bourgeoise traditionnelle, rigide, incapable d'accepter ses choix de vie. Il y a 3 semaines, en rangeant les affaires familiales, j'ai découvert son testament et son journal intime. C'est là que j'ai appris l'existence de sa fille, votre Manon.
J'ai appris aussi à quel point ma sœur avait souffert de notre rejet, à quel point elle se sentait seule et abandonnée. Quand j'ai lu le récit de votre rencontre, de votre bonté envers elle, de votre acceptation d'élever son enfant, j'ai su que je devais vous rencontrer. Pas pour reprendre Manon, jamais je ne ferai cela, mais pour m'assurer qu'elle allait bien, et peut-être pour réparer en partie les erreurs de ma famille. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux de votre force, de votre douceur, de votre dévouement. Je ne m'attendais pas à voir en Manon non seulement la fille de ma sœur, mais aussi l'enfant que j'aurais aimé avoir. Je ne m'attendais pas à découvrir ce que signifie vraiment le mot « famille ». Vous avez créé pour Manon quelque chose que ma famille riche et prestigieuse n'a jamais su offrir. Un amour inconditionnel, une sécurité émotionnelle, une vraie maison. Vous êtes sa vraie mère, Élodie, dans tous les sens du terme. Si vous acceptez ma présence dans votre vie, ce ne sera jamais pour remplacer quoi que ce soit, mais pour ajouter, pour offrir à Manon l'oncle qu'elle n'a jamais eu, et à vous, si vous le voulez bien, un compagnon qui vous aime et vous respecte pour ce que vous êtes vraiment. Je sais que nos mondes sont différents. Je sais que ma famille vous regardera probablement de haut au début, mais je me moque de leurs opinions. Ce qui compte, c'est ce que nous pourrions construire ensemble. J'aimerais vous présenter Manon à ses grands-parents. Mes parents ont commis des erreurs avec Camille, mais ils sont prêts à les réparer avec sa fille. Ils veulent faire partie de sa vie, avec votre accord, bien sûr. Je comprends si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Je comprends si vous refusez catégoriquement. Mais sachez que quoi que vous décidiez, je respecterai votre choix. Car au-delà de tout, je veux votre bonheur et celui de Manon. Si vous acceptez de me revoir, retrouvez-moi demain à 18h au Square des Vosges. C'était l'endroit préféré de Camille à Paris. J'aimerais vous y parler d'elle, vous raconter qui elle était vraiment. Avec tout mon amour et mon respect, Gabriel PS. J'ai joint à cette lettre l'acte de naissance original de Manon, ainsi que quelques photos de Camille que vous pourrez lui montrer quand elle sera plus grande. Élodie reposa la lettre, les mains tremblantes. Son monde venait de basculer. Gabriel était l'oncle de Manon. Tout s'expliquait, son émotion en voyant la photo de Camille, son attachement immédiat à l'enfant, ses questions insistantes sur le passé. Elle examina les documents joints. L'acte de naissance confirmait tout. Camille Moreau avait bien donné naissance à Manon le 15 septembre 2020. Les photos montraient une jeune femme radieuse, parfois seule, parfois avec un homme brun qu'Élodie reconnut immédiatement. Gabriel, plus jeune, souriant. Une des photos la bouleversa particulièrement. On y voyait Camille enceinte, la main posée sur son ventre arrondi, le regard tourné vers l'objectif avec une tendresse infinie. Au dos, une inscription « Pour ma petite fille », avec tout l'amour que je ne pourrais pas lui donner. Élodie pleura longuement, émue par la découverte de ses souvenirs, mais aussi terrifiée par les implications. Manon avait une famille, une vraie famille, avec des grands-parents, un oncle, probablement de l'argent, un nom prestigieux. Comment pourrait-elle, simple ouvrière de Belleville, rivaliser avec tout cela? Et Gabriel qui disait l'aimer, était-ce possible? Un homme comme lui pouvait-il vraiment s'intéresser à une femme comme elle? Ou était-ce seulement le moyen d'avoir accès à sa nièce? Le lendemain, Élodie passa la journée dans un état second. Manon, avec sa perspicacité d'enfant, sentit que quelque chose avait changé. « Maman, tu es triste? C'est à cause de Monsieur Gabriel ?»« Non, ma chérie. Maman réfléchit, c'est tout. » « Tu réfléchis à quoi? Comment expliquer à une enfant de 4 ans que sa vie pourrait complètement changer, qu'elle avait une famille qu'elle ne connaissait pas, qu'un homme riche et élégant prétendait les aimer toutes les deux? » En fin d'après-midi, Élodie prit sa décision. Elle ferma la boulangerie plus tôt, confia Manon à Madame Durand et prit le métro vers le centre de Paris. Le square des Vosges était magnifique sous le soleil couchant d'octobre. Gabriel l'attendait sur un banc, élégant dans son manteau de cachemire, mais visiblement anxieux. Quand il la vit approcher, il se leva, incertain. « Vous êtes venu, dit-il simplement. J'ai lu votre lettre, plusieurs fois. » Ils s'assirent côte à côte, un silence pesant entre eux. Élodie observait les enfants qui jouaient dans le square, pensant à Manon qui aurait pu grandir ici, dans ce monde de privilèges. « Vous me détestez ?
demanda finalement Gabriel. Je devrais, répondit Élodie. Vous m'avez menti pendant des semaines. Vous vous êtes introduit dans notre vie sous un faux prétexte. Mes sentiments pour vous et pour Manon n'ont jamais été faux. Élodie se tourna vers lui, plongeant ses yeux verts dans les siens. Comment puis-je vous croire? Comment puis-je savoir si vous m'aimez vraiment ou si vous voulez juste récupérer votre nièce? Gabriel prit doucement sa main. Parce que si je voulais juste récupérer Manon, j'aurais fait appel à mes avocats depuis longtemps. Parce que si j'étais l'homme calculateur que vous imaginez, je ne serais pas en train de risquer mon cœur avec une femme qui a tous les droits de me rejeter. Élodie ne retira pas sa main. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait protégée, comprise. « Parlez-moi de Camille », murmura-t-elle. Et Gabriel parla. Il raconta sa sœur rebelle et passionnée, ses rêves d'artiste, sa rupture avec la famille, sa solitude. Il parla avec tant d'amour et de regret qu'Élodie comprit qu'il disait la vérité. Quand la nuit tomba sur Paris, ils étaient toujours là, main dans la main, à parler de l'avenir possible. Les jours suivant la révélation furent un tourbillon d'émotions pour Élodie. Gabriel respecta sa demande d'avoir du temps pour réfléchir, mais il lui envoyait chaque matin un petit bouquet de fleurs avec un mot simple. « Je pense à vous deux ». Manon remarqua immédiatement l'arrivée quotidienne des fleurs. « Maman, c'est monsieur Gabriel qui t'envoie des fleurs. Ça veut dire qu'il t'aime comme dans les films. » Élodie ne savait que répondre. Comment expliquer la situation complexe dans laquelle elle se trouvait? Comment dire à sa fille qu'elle avait découvert une famille qu'elle ne connaissait pas? Au bout d'une semaine, elle prit sa décision. Elle appela Gabriel et lui donna rendez-vous dans un petit café discret près de chez elle. « J'ai réfléchi », commença-t-elle quand il fut assis en face d'elle. « Je veux bien vous revoir, mais il y a des conditions. » Gabriel hocha la tête, prêt à accepter n'importe quoi pour rester dans leur vie. « Premièrement, nous irons doucement avec Manon. Elle est encore petite, je ne veux pas la bouleverser. Deuxièmement, je veux rencontrer vos parents avant qu'ils voient Manon. Et troisièmement, elle hésita. Je veux être sûre que vous ne changerez pas d'avis dans 6 mois. Manon s'attache facilement et je ne supporterai pas qu'on lui brise le cœur. Et vous? Demanda Gabriel doucement. Qu'est-ce qui me protégera si c'est vous qui changez d'avis? Élodie le regarda dans les yeux. Je ne change jamais d'avis quand j'aime quelqu'un. Le problème, c'est que je n'ai pas l'habitude qu'on reste. Cette confession toucha Gabriel en plein cœur. Il tendit la main vers elle. Je ne partirai jamais, Élodie, jamais. Le lendemain, Gabriel emmena Élodie rencontrer ses parents. Le trajet vers Neuilly-sur-Seine fut silencieux, Élodie scrutant le paysage qui changeait progressivement, devenant plus chic, plus intimidant. L'hôtel particulier des Moreau la cloua sur place. Elle n'avait jamais vu une demeure si imposante, si élégante. Le jardin à la française, les hautes fenêtres, les ornements sculptés. Tout respirait un luxe qu'elle ne pouvait même pas imaginer. « Élodie », dit Gabriel en prenant sa main tremblante, « mes parents peuvent être impressionnants au premier abord, mais au fond, ce sont juste des gens qui ont fait des erreurs et qui veulent les réparer. » Marguerite et Henri Moreau les attendaient dans le grand salon. Élodie se sentit minuscule dans sa simple robe bleu marine, face à l'élégance naturelle de Marguerite en tailleur Chanel et aux manières aristocratiques d'Henri. « Madame Bernard, » dit Henri en se levant, « nous vous remercions d'avoir accepté de nous rencontrer. » La politesse glaciale du début fit place progressivement à quelque chose de plus chaleureux quand Élodie commença à parler de Manon. Ses yeux brillaient quand elle racontait les progrès de l'enfant, ses petites manies, ses rêves d'enfant. « Elle dessine beaucoup, » expliqua-t-elle, « exactement comme sa mère, d'après ce que m'a dit Gabriel. Elle a un talent naturel pour les couleurs. » Marguerite essuya discrètement une larme. « Camille aussi aimait dessiner. Nous avons conservé tous ses carnets de croquis. J'aimerais les voir un jour, » dit Élodie spontanément, « pour les montrer à Manon quand elle sera plus grande. »« Bien sûr, » répondit Henri. « Tout ce qui appartenait à Camille revient de droit à sa fille. » La conversation continua pendant 2 heures. Élodie découvrit des gens certes habitués au luxe et aux conventions sociales, mais qui portaient une vraie douleur de la perte de leur fille et un désir sincère de connaître leur petite fille. « Madame Bernard, » dit finalement Marguerite,
Gabriel nous a dit que vous éleviez Manon seule, que vous aviez des difficultés financières. Nous aimerions vous aider. Élodie se raidit immédiatement. Je n'ai besoin de rien. Je subviens aux besoins de ma fille. Notre petite fille, corrigea doucement Henri, et nous ne parlons pas de charité, mais de responsabilité familiale. Camille aurait dû hériter de sa part de patrimoine. Cet héritage revient maintenant à Manon. Gabriel intervint. Élodie, acceptez au moins de créer un compte épargne pour les études de Manon, pour son avenir. Après de longues discussions, Élodie accepta finalement que les Moreau contribuent à l'éducation de Manon, mais elle refusa catégoriquement qu'il paye son loyer ou ses dépenses courantes. Sa fierté avait des limites qu'elle ne franchirait pas. Le soir même, de retour dans son petit appartement, Élodie raconta sa journée à Manon, adaptant son discours à l'âge de l'enfant. « Tu te souviens de ta première maman, celle de la photo ?»« Oui, Camille, » répondit Manon en serrant sa poupée. Eh bien, Camille avait un grand frère qui s'appelle Gabriel, et ce Gabriel, c'est Monsieur Moreau. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Monsieur Gabriel, c'est mon oncle ?»« Oui, ma chérie. Et il aimerait beaucoup faire vraiment partie de notre famille. Et les grands-parents de Camille, ils sont où? Ils habitent dans une grande maison, et ils aimeraient te rencontrer un jour si tu veux. » Manon réfléchit sérieusement, avec cette gravité que les enfants adoptent parfois face aux grandes questions. « Ça veut dire que j'aurai un oncle Gabriel, des grands-parents, et toi, tu resteras ma maman pour toujours et à jamais. » assura Élodie en l'embrassant. « Alors d'accord, mais est-ce que oncle Gabriel, il va habiter avec nous maintenant ?» Élodie rougit. « Pourquoi tu demandes ça ? Parce qu'à l'école, quand les mamans aiment les messieurs, ils habitent ensemble et ils font des bébés. Et moi, j'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite sœur. » La candeur de sa fille fit rire Élodie, mais aussi réfléchir. Gabriel parlait d'amour, de vie commune, d'avenir ensemble. Était-elle prête à franchir ce pas? Était-elle prête à croire qu'un homme comme lui pouvait vraiment l'aimer, elle, une simple ouvrière de Belleville? Le lendemain, quand Gabriel revint à la boulangerie, Manon se jeta dans ses bras en criant « Oncle Gabriel !» Gabriel la souleva en riant, les larmes aux yeux. « Ma petite nièce chérie, maman m'a dit que tu étais le frère de ma première maman, et que j'ai des grands-parents, et que tu nous aimes très fort. C'est vrai, tout cela, » confirma Gabriel en regardant Élodie par-dessus la tête de l'enfant. Élodie sourit, et pour la première fois depuis des semaines, Gabriel vit dans ses yeux autre chose que de la méfiance. Il y vit de l'amour, de l'espoir, et peut-être même de la confiance. Leur nouvelle vie ensemble pouvait enfin commencer. Les semaines suivantes transformèrent radicalement la vie d'Élodie et Manon. Gabriel s'intégra naturellement dans leur routine quotidienne, prenant le petit déjeuner avec elle le matin avant le travail, aidant Manon avec ses devoirs d'école maternelle, partageant leur soirée simple mais chaleureuse. Le dimanche suivant, il organisa la première rencontre officielle entre Manon et ses grands-parents. Marguerite et Henri Moreau arrivèrent rue de Ménilmontant dans leur Bentley noir, créant un petit attroupement de curieux dans le quartier populaire. « Maman, pourquoi tout le monde regarde ?» demanda Manon, en voyant la voiture imposante par la fenêtre. « Parce que tes grands-parents ont une très belle voiture, ma chérie, » répondit Élodie en lissant la robe de sa fille. Elle-même portait sa plus belle tenue, une robe grise, simple mais élégante, que Gabriel lui avait discrètement offerte la semaine précédente. Il avait appris à contourner sa fierté en présentant ses cadeaux comme des nécessités familiales, plutôt que comme de la charité. Quand Marguerite et Henri entrèrent dans le petit appartement, ils furent frappés par la propreté méticuleuse et la décoration soignée malgré les moyens modestes. Élodie avait transformé cet espace exigu en un vrai foyer chaleureux. « Bonjour grand-mère, bonjour grand-père » dit poliment Manon, répétant la leçon qu'Élodie lui avait enseignée. Marguerite fondit en larmes en entendant ces mots. Elle s'agenouilla devant l'enfant, scrutant chaque trait de son visage. « Mon Dieu, Henri, regardez, elle a exactement les yeux de Camille, et cette petite fossette au menton, elle a aussi son caractère, » ajouta Élodie avec tendresse. Indépendante, curieuse, artistique, elle passe des heures à dessiner.
J'ai apporté quelque chose pour toi, ma chérie, dit Henri, en sortant un paquet élégamment emballé. Manon l'ouvrit avec excitation et découvrit une boîte de crayons de couleur professionnelle, des pastels et plusieurs carnets de dessins de qualité. « C'est magnifique. Merci, grand-père !» s'exclama-t-elle en sautant dans ses bras. Henri, homme habitué aux conventions sociales rigides, se laissa emporter par l'émotion de ce premier câlin de sa petite fille. Il la serra contre lui, réalisant tout ce qu'il avait manqué en rejetant Camille. L'après-midi se déroula mieux qu'Élodie ne l'avait espéré. Marguerite et Henri firent un effort visible pour s'adapter au monde de Manon, s'asseyant par terre pour regarder ses dessins, l'écoutant raconter ses histoires d'école avec une patience qu'ils n'avaient jamais montrée avec leurs propres enfants. « Élodie, dit Marguerite quand Manon fut occupée à colorier, nous voulons vous remercier. Vous avez élevé cet enfant avec tant d'amour. Camille ne pouvait pas la confier à de meilleures mains. Et c'est Manon qui m'a sauvée, répondit Élodie sincèrement. Après mes problèmes de fertilité, je pensais que je ne serais jamais mère. Elle a donné un sens à ma vie. Gabriel observait la scène avec émotion. Voir sa famille s'ouvrir enfin, découvrir la beauté de l'amour simple et authentique qu'Élodie offrait quotidiennement, le confortait dans sa décision de changer de vie. « Papa, maman, » annonça-t-il soudain, « j'ai quelque chose à vous dire. J'ai demandé à Élodie de m'épouser. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie faillit renverser sa tasse de thé, regardant Gabriel avec des yeux écarquillés. « Gabriel !» protesta-t-elle. « Nous n'avons jamais parlé de... »« Pardonnez-moi, » dit-il en prenant sa main. « J'aurais dû vous en parler d'abord, mais l'idée m'est venue en vous voyant tous ensemble. Élodie, voulez-vous m'épouser ?» Manon leva les yeux de son dessin. « Ça veut dire que oncle Gabriel va devenir mon papa ?»« Si maman accepte, oui, » répondit Gabriel sans quitter Élodie des yeux. Marguerite et Henri échangèrent un regard. 3 mois plus tôt, l'idée que leur fils épouse une ouvrière les aurait horrifiés. Mais voir Élodie comprendre la profondeur de son amour pour Manon et l'évidente affection qu'elle portait à Gabriel avait changé leur perspective. « Gabriel, » dit Henri lentement, « es-tu certain de ta décision ? Plus certain que de n'importe quoi dans ma vie. »« Alors tu as notre bénédiction, » déclara Marguerite, surprenant tout le monde. « Élodie fait déjà partie de cette famille. Il est temps de le reconnaître officiellement. » Élodie regardait Gabriel bouleversé. « Gabriel, vous ne me connaissez que depuis quelques mois. Nous venons de mondes si différents. »« Je connais votre cœur, » l'interrompit-il. « Je connais votre force, votre générosité, votre capacité d'amour. Peu m'importe d'où nous venons, ce qui compte, c'est où nous allons ensemble. Et puis, » ajouta-t-il avec un sourire, « Manon a besoin d'un papa, et moi j'ai besoin d'une vraie famille. Nous nous complétons parfaitement. » Manon applaudit. « Dis oui, maman, s'il te plaît. Comme ça, j'aurai un papa un oncle. » Élodie éclata de rire à travers ses larmes. « Comment dire non avec des arguments pareils ? »« Est-ce que c'est un oui ?» demanda Gabriel, le cœur battant. « C'est un oui, » murmura Élodie. Gabriel la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement, sous les applaudissements de Manon et les sourires émus de ses parents. Le soir, après le départ des grands-parents, Gabriel, Élodie et Manon restèrent blottis sur le petit canapé du salon, planifiant leur avenir. « Nous habiterons où ?» demanda Manon. « Dans votre grande maison, oncle Gabriel ? Nous choisirons ensemble, » répondit Gabriel. « Quelque chose entre mon monde et celui de maman. Une vraie maison familiale. Avec un jardin pour jouer ? Avec un grand jardin, promit Gabriel. Et on pourra inviter grand-mère et grand-père ? Quand tu voudras, ma chérie. » Élodie écoutait ces échanges, encore incrédule. Sa vie allait changer du tout au tout. Elle quitterait Belleville, sa boulangerie, sa condition modeste, pour entrer dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Cette perspective l'effrayait autant qu'elle l'enchantait. « Gabriel, » dit-elle quand Manon fut endormie, « vous êtes sûr de ne pas le regretter ? Épouser quelqu'un comme moi, vos amis, votre milieu social ?» « Élodie, » l'interrompit-il en la prenant dans ses bras, « vous m'avez appris ce qu'était le vrai bonheur. Grâce à vous et à Manon, j'ai découvert ce que signifiait vraiment le mot amour. Comment pourrais-je regretter le plus beau cadeau de ma vie ? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années,
Élodie s'endormit sans angoisse pour l'avenir. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment, et Manon aurait la famille stable dont elle rêvait. Leur conte de fées moderne pouvait commencer. Les préparatifs du mariage révélèrent rapidement les différences entre les deux mondes. Marguerite Moreau voyait grand. Réception au Ritz, 300 invités, robe de créateur, orchestre symphonique. Élodie, elle, rêvait d'une cérémonie simple, intime, centrée sur l'amour plutôt que sur l'apparat. « Ma chère Élodie, dit Marguerite lors d'un déjeuner dans un salon de thé chic du 16e arrondissement, vous allez devenir une Moreau. Il faut que ce mariage soit à la hauteur de notre rang social. » Élodie se sentait déplacée dans ce décor feutré où une simple tasse de thé coûtait plus cher que son repas quotidien. « Madame Moreau, je comprends vos attentes, mais ce mariage doit nous ressembler, à Gabriel et moi. »« Vous ne comprenez pas, » insista Marguerite. « Notre cercle social nous juge. Si nous organisons quelque chose de trop modeste, on dira que nous avons honte de vous. » Cette remarque blessa Élodie plus qu'elle ne voulut l'admettre. « Et vous ? Avez-vous honte de moi ?» Marguerite hésita, puis posa sa main sur celle d'Élodie. « Au début, oui, je l'avoue. Mais maintenant je vois comme Gabriel est heureux avec vous, comme Manon s'épanouit. Vous avez apporté quelque chose dans cette famille que notre argent n'avait jamais pu acheter, la joie de vivre. » Pendant ce temps, Gabriel faisait face à ses propres défis. Au bureau, ses associés ne cachaient pas leur surprise face à son choix matrimonial. « Gabriel, je ne comprends pas, » dit Charles Beaumont, son partenaire de longue date. « Une serveuse de boulangerie ? Tu pourrais épouser n'importe quelle héritière de Paris. » Justement, Charles, j'ai côtoyé ces héritières pendant des années. Aucune ne m'a jamais fait ressentir ce qu'Élodie me fait ressentir. Et financièrement, un contrat de mariage, j'espère ? Gabriel serait dit. Il n'y aura pas de contrat de mariage. Élodie épouse l'homme, pas la fortune. Tu es naïf, mon vieux. Cette femme a flairé le bon filon. Une mère célibataire qui tombe sur un millionnaire. C'est un peu gros, non ? Gabriel se leva brutalement. Je t'interdis de parler d'Élodie en ces termes. Si tu ne peux pas respecter ma future épouse, notre association s'arrête ici. Le soir même, Gabriel rentra chez Élodie plus tôt que d'habitude, visiblement contrarié. Il trouva Élodie et Manon dans la cuisine, préparant ensemble des cookies pour l'école. « Papa Gabriel, regarde, j'ai fait des cookies en forme de cœur !» s'exclama Manon. Le mot « papa » réchauffa le cœur de Gabriel. Manon avait naturellement commencé à l'appeler ainsi quelques jours après les fiançailles, et cela le bouleversait à chaque fois. « Ils sont magnifiques, ma chérie !» dit-il en l'embrassant sur le front. Élodie remarqua immédiatement son trouble. Une fois Manon endormie, elle l'interrogea. « Quelque chose vous préoccupe ?» Gabriel hésita, puis raconta sa conversation avec Charles. Élodie l'écouta en silence, le visage fermé. « Je vois, » dit-elle finalement. « Vos amis pensent que je vous épouse pour votre argent. Élodie, leurs opinions m'importent peu, mais elles m'importent à moi, » l'interrompit-elle. « Je vais vivre dans votre monde, côtoyer ces gens. Comment pourrais-je supporter leurs regards, leurs sous-entendus ?» Gabriel la prit dans ses bras. « Nous leur prouverons qu'ils ont tort. Avec le temps, ils comprendront. Et si je ne m'adapte jamais ? Si je reste toujours la serveuse de boulangerie qui a épousé le riche héritier ?» Cette question trahissait les angoisses profondes d'Élodie. Malgré l'amour de Gabriel, elle doutait parfois de sa capacité à s'intégrer dans son milieu. Le week-end suivant, Gabriel organisa une rencontre avec ses amis les plus proches, dans un restaurant élégant des Champs-Élysées. Élodie avait soigneusement choisi sa tenue, une robe noire simple mais chic que Gabriel lui avait offerte. La soirée commença mal. Isabelle de Montclair, une ancienne prétendante de Gabriel, ne cachait pas son mépris. « Alors, Élodie, c'est bien cela ? Vous travaillez dans une boulangerie ? » « Je suis gérante, » corrigea Élodie avec dignité. « J'y travaille depuis 4 ans, comme c'est pittoresque. Et votre fille, elle s'adapte bien à son nouveau statut social ? » « Manon s'adapte à avoir une vraie famille, » répondit Élodie fermement. « C'est tout ce qui compte pour elle. » Thomas de Breville, ami d'enfance de Gabriel, tenta de détendre l'atmosphère.
Gabriel nous a dit que vous étiez une mère formidable. Il rayonne depuis qu'il vous a rencontré. C'est vrai, confirma Sophie Durand, la seule du groupe à se montrer chaleureuse. Je ne l'ai jamais vu si heureux. Mais Isabelle ne désarma pas. J'espère que vous réalisez dans quoi vous vous engagez. La vie sociale d'un Moreau est très exigeante. Gala de charité, dîner d'affaires, mondanité, cela demande certains codes. Isabelle, intervint Gabriel d'un ton glacial. Je crois que tu as assez parlé. Non, laissez-la, dit Élodie en posant la main sur le bras de Gabriel. Madame de Montclair a raison. Je ne connais pas vos codes, je n'ai pas grandi dans votre monde, mais j'ai d'autres qualités. Je sais ce que c'est que de se battre pour survivre, d'élever un enfant seul, de donner de l'amour sans rien attendre en retour. Si c'est cela qui dérange dans votre milieu, alors tant pis. Le silence qui suivit fut éloquent. Élodie s'était exprimée avec une dignité qui força le respect, même de la part d'Isabelle. « Bravo !» murmura Thomas. « Gabriel, votre fiancé a du caractère. » En rentrant chez eux, Gabriel était pensif. « Élodie, je suis désolé pour le comportement d'Isabelle. Elle défend son territoire. » L'interrompit Élodie. « Je comprends. Vous avez été ensemble ? » Brièvement, il y a des années, mais c'était plus un arrangement social qu'autre chose. Et vous ne regrettez pas ? Une femme de votre monde qui connaît les codes ? Gabriel s'arrêta et la prit par les épaules. Élodie, regardez-moi. Isabelle connaît peut-être les codes, mais elle ne connaît pas l'amour. Elle ne sait pas ce que c'est que de rentrer chez soi et d'être accueilli par un enfant qui vous saute dans les bras. Elle ne sait pas préparer un repas simple qui a le goût du bonheur. Elle ne sait pas donner sans compter. Il caressa doucement son visage. Vous m'avez appris à vivre, Élodie. Vous et Manon. Comment pourrais-je regretter cela ? Cette nuit-là, blottie contre Gabriel, Élodie réfléchit longuement. Elle aimait cet homme de tout son cœur, mais elle réalisait que l'épouser signifiait bien plus que simplement l'aimer. C'était entrer dans un monde nouveau, avec ses règles, ses attentes, ses jugements. Serait-elle assez forte pour relever ce défi, pour protéger son bonheur et celui de Manon face aux obstacles qui les attendaient? Une chose était certaine, elle ne reculerait pas. Elle avait survécu à pire, et cette fois, elle n'était plus seule. Un mois avant le mariage, la pression sociale atteignit son paroxysme. Un journaliste People avait eu vent de l'histoire et publia un article dans un magazine à sensation. Le millionnaire Gabriel Moreau épouse sa Cendrillon de banlieue. L'article, accompagné de photos prises à leur insu, décrivait leur romance avec un mélange de sensationnalisme et de condescendance qui révolta Gabriel. « Écoutez ça !» dit-il en lisant l'article à haute voix dans leur nouvelle maison de Neuilly qu'ils venaient d'acheter ensemble. Gabriel Moreau, 35 ans, héritier de l'empire immobilier familial, a trouvé l'amour dans les bras d'Élodie Bernard, 31 ans, serveuse dans une modeste boulangerie de Belleville. Cette romance moderne entre le prince et la bergère fait déjà jaser dans les salons parisiens. « Arrêtez !» l'interrompit Élodie, livide. « Je ne veux pas en entendre davantage. » Manon, qui jouait dans le grand jardin visible par la baie vitrée, ignorait heureusement le tumulte qui entourait sa famille. Elle avait rapidement adopté sa nouvelle maison, émerveillée par l'espace, le jardin, sa nouvelle chambre de princesse. « Maman va être célèbre », avait-elle dit naïvement en voyant sa photo dans le magazine. Mais pour Élodie, cette exposition médiatique était un cauchemar. Elle qui avait toujours vécu dans l'anonymat se retrouvait soudain scrutée, jugée, commentée par des inconnus. « Gabriel, je ne peux pas vivre comme ça », dit-elle en s'effondrant sur le canapé. « Ces gens me traitent comme une curiosité, un phénomène de foire. Cela va passer, tenta-t-il de la rassurer. Dans quelques semaines, ils parleront d'autre chose. » Mais les choses empirèrent quand Madame Leclerc, l'ancienne cliente de la boulangerie qui avait refusé qu'Élodie garde ses petits-enfants, donna une interview au même magazine. « J'ai toujours su qu'Élodie Bernard était ambitieuse, » déclarait-elle. « Une mère célibataire ne travaille pas dans notre quartier par hasard. Elle cherchait visiblement à rencontrer quelqu'un de fortuné. Cette histoire de grand amour, permettez-moi d'en douter. » Élodie découvrit l'interview en faisant ses courses au supermarché.
Elle resta figée devant le présentoir, lisant et relisant ces mots venimeux. Les autres clients la regardaient avec curiosité, certains chuchotant dans son dos. « Regardez, c'est elle, la fiancée du millionnaire. Ma parole, elle fait ses courses comme tout le monde. Vous avez vu sa bague? Elle doit valoir plus que ma voiture. » Élodie sortit précipitamment du magasin, abandonnant son caddie à moitié plein. Elle rentra chez elle en larmes, trouvant Gabriel dans son bureau au téléphone avec ses avocats. « Je veux porter plainte contre ce journal pour diffamation, » disait-il, « et contre cette Leclerc aussi. »« Non, » dit Élodie en entrant. « N'en faites rien. » Gabriel raccrocha immédiatement. « Élodie, j'étais justement en train de... »« De quoi? De prouver que vous protégez votre investissement, de montrer que les riches peuvent faire taire les pauvres quand ils disent des vérités dérangeantes. Élodie, ce ne sont pas des vérités, ce sont des mensonges ignobles. Vraiment? Et si cette femme avait raison? Et si, inconsciemment, j'avais espéré rencontrer quelqu'un qui m'aiderait à sortir de ma condition? » Gabriel la regarda, choqué par le doute qu'il entendait dans sa voix. « Vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. »« Je ne sais plus ce que je pense, » explosa Élodie. « Depuis que nous sommes ensemble, ma vie est devenue un conte de fées que je n'ai jamais demandé. Cette maison magnifique, ces vêtements coûteux, cette vie de luxe. Comment puis-je être sûr que je vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous m'offrez ?» Gabriel s'approcha d'elle lentement. « Parce que vous m'aimiez déjà, avant de savoir qui j'étais vraiment. Parce que vous aviez peur de mes sentiments quand vous pensiez que j'étais juste un client de boulangerie. Mais les gens ne le sauront jamais, ça. Ils verront toujours la pauvre fille qui a épousé le riche héritier. » En fin d'après-midi, Élodie reçut un appel inattendu de M. Dubois, son ancien patron. « Élodie, ma petite, j'ai vu les journaux. Ne laissez pas ces vautours vous abattre. Vous êtes la femme la plus courageuse et la plus honnête que je connaisse. Merci, M. Dubois. Vous me manquez, la boulangerie me manque. Justement, j'ai une proposition à vous faire. Mon fils veut reprendre l'affaire, mais il aimerait garder une associée expérimentée, quelqu'un qui connaît la clientèle, qui a de bonnes idées. Seriez-vous intéressé? » Cette proposition surprit Élodie. « Mais je vais me marier, déménager. Et alors? Neuilly n'est pas si loin. Vous pourriez venir 3 jours par semaine, développer de nouveaux concepts, former le personnel. Réfléchissez-y. Ce serait dommage de perdre votre expertise. » Le soir, pendant le dîner, Élodie partagea cette proposition avec Gabriel et Manon. « Tu vas retourner travailler à la boulangerie, maman » demanda Manon. « Je ne sais pas encore, ma chérie. » Gabriel posa sa fourchette. « Élodie, vous n'avez pas besoin de travailler. Je peux subvenir à tous nos besoins. » Justement, Gabriel, c'est exactement le problème. Je ne veux pas être une femme entretenue qui attend que son mari rentre du travail. J'ai besoin de me sentir utile, d'avoir ma propre identité. Mais vous aurez votre identité, vous serez Madame Moreau, vous pourrez vous investir dans les œuvres caritatives, organiser des événements. Ce n'est pas moi, ça, protesta Élodie. Moi, je sais faire du pain, accueillir les clients, gérer une équipe, c'est ce que je suis. Gabriel réalisa soudain qu'en voulant offrir à Élodie une vie de luxe, il risquait de lui faire perdre ce qui faisait son essence même, son indépendance, sa fierté de travailler, son contact avec les gens ordinaires. « Alors acceptez, » dit-il simplement. « Vraiment? Vraiment. Si c'est important pour vous, c'est important pour moi. » Manon applaudit. « Comme ça, je pourrais voir M. Dubois et dire à mes amis d'école que ma maman est la patronne d'une boulangerie. » Cette nuit-là, Élodie se sentit plus légère. Retrouver une activité professionnelle qui lui ressemblait l'aiderait peut-être à ne pas perdre son identité dans ce nouveau monde. Mais elle ignorait encore que d'autres défis les attendaient, car Gabriel, de son côté, faisait face à une pression familiale grandissante. Ses parents, malgré leur acceptation affichée, recevaient des pressions de leur entourage. « Gabriel devient la risée de notre milieu », avait murmuré la marquise de Beauvau lors d'un dîner mondain. Épouser une domestique, vraiment. Henri Moreau commençait à douter. Et si tout le monde avait raison? Et si cette union était une erreur qui ternirait définitivement la réputation familiale? Le mariage était dans 3 semaines, mais rien n'était encore joué. 2 semaines avant le mariage, Henri Moreau demanda à voir Gabriel dans son bureau. L'atmosphère était lourde de non-dits quand le patriarche ferma la porte derrière son fils.
Gabriel, nous devons parler sérieusement. Je t'écoute, papa. Henri se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin à la française qu'il entretenait depuis 40 ans. Les Beaumont ont annulé leur participation au consortium immobilier de la Défense. Les Montclair se désolidarisent de notre projet à Monaco. Même les Durand hésitent à maintenir leur confiance. Gabriel sentit une boule se former dans son estomac. À cause d'Élodie? À cause de ton mariage? Oui. Notre milieu ne comprend pas ton choix. Il voit cela comme un caprice, une folie passagère qui va nous coûter cher. Et toi, papa, qu'est-ce que tu vois? Henri se tourna vers son fils, le visage grave. Je vois un homme intelligent qui risque de détruire l'œuvre de 3 générations pour une femme. Le coup porta. Gabriel avait toujours admiré son père, respecté son jugement. Entendre ces mots dans sa bouche était douloureux. Papa, Élodie n'est pas une femme, c'est la femme de ma vie. Celle qui m'a rendu heureux pour la première fois. Le bonheur ne nourrit pas une entreprise, Gabriel. Si nous perdons nos principaux partenaires, que deviendront nos employés, nos projets, notre héritage? Tu me demandes de choisir entre Élodie et l'entreprise? Henri soupira profondément. Je te demande de réfléchir aux conséquences. Cette femme, elle est charmante, je ne le nie pas, mais à quel prix? Et si je refusais de me marier, si j'abandonnais Élodie et Manon, est-ce que cela te rendrait fier de ton fils? Cela me rendrait rassuré sur l'avenir de notre famille. Gabriel quitta le bureau de son père, avec la sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. Pour la première fois depuis sa décision d'épouser Élodie, il mesurait vraiment l'ampleur des conséquences. Le soir même, il rentra chez lui plus tard que d'habitude, trouvant Élodie et Manon en train de préparer le dîner dans leur cuisine lumineuse. La scène était si paisible, si parfaite, qu'elle contrastait cruellement avec le tumulte de ses pensées. « Papa Gabriel, tu as vu? Maman m'a appris à faire de la pâte à tarte !» s'exclama Manon, en lui montrant ses mains pleines de farine. « C'est fantastique, ma chérie !» répondit-il en la soulevant dans ses bras, respirant l'odeur de vanille et de bonheur qui émanait de cette cuisine. Élodie l'observa attentivement. Elle avait appris à déchiffrer ses expressions, et quelque chose dans son regard l'inquiéta. « Tout va bien ?» demanda-t-elle après avoir couché Manon. Gabriel hésita. Comment lui parler de la conversation avec son père sans l'inquiéter davantage? Comment lui dire que leur bonheur avait un prix que d'autres jugeaient trop élevé? « Gabriel, vous me cachez quelque chose. » Il soupira et lui raconta l'ultimatum implicite de son père. Élodie l'écouta en silence, son visage se fermant progressivement. « Je vois, » dit-elle finalement. « Votre père a raison. » Élodie, « Non, écoutez-moi. Je vous fais du mal, Gabriel. À vous, à votre famille, à votre entreprise. Les gens avaient raison depuis le début. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. » Gabriel la prit par les épaules. « Ne dites pas cela. Nous sommes parfaitement faits l'un pour l'autre. Regardez les faits. Votre père vous demande de choisir entre moi et votre héritage. Vos amis vous fuient, les journaux nous ridiculisent. Même mon ancienne patronne se permet de donner son avis sur notre relation. Et alors, qu'est-ce que leurs opinions peuvent bien faire? Elles peuvent détruire votre vie, explosa Élodie. Gabriel, vous avez construit quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas tout sacrifier pour une histoire d'amour. Cette histoire d'amour est la seule chose importante de ma vie. Élodie se dégagea de son étreinte, les larmes aux yeux. Non, Gabriel, vous vous trompez. Dans 6 mois, dans 1 an, quand la passion sera retombée, vous vous réveillerez et vous réaliserez tout ce que vous avez perdu, et vous me détesterez. Jamais. Si, parce que je ne vaux pas un empire, Gabriel. Je ne vaux pas une famille de 3 générations. Je ne suis qu'une femme ordinaire qui élève une enfant qui n'est même pas la sienne. Vous êtes extraordinaire. Vous et Manon, vous êtes tout ce qui compte pour moi. Élodie secoua la tête, résolue. J'ai pris ma décision. Je ne peux pas vous épouser. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel la regardait, incrédule. Vous rompez nos fiançailles? Je vous libère, Gabriel. Je vous rends votre liberté, votre héritage, votre place dans votre monde. Et Manon, elle vous appelle papa. Vous allez briser son cœur? Cette mention de Manon fit vaciller Élodie, mais elle tint bon. Manon s'en remettra. Les enfants oublient. Elle aura d'autres figures paternelles dans sa vie. Et nous,
Vous oubliez ce qu'il y a entre nous? Il faut que j'oublie, pour votre bien. » Gabriel la regarda longuement, cherchant dans ses yeux verts une faille, un doute qui lui permettrait d'espérer. Mais Élodie avait pris sa décision avec cette détermination farouche qu'il lui connaissait. « Si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est ce que je veux. Alors je respecte votre choix. » Il monta dans leur chambre faire ses valises, le cœur brisé. Élodie resta seule dans le salon, s'effondrant sur le canapé dès qu'elle entendit la porte d'entrée se refermer. Elle venait de sacrifier son bonheur et celui de Manon pour sauver l'homme qu'elle aimait. Mais en faisant ce qu'elle pensait être le bon choix, elle ignorait qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Car Gabriel, en partant cette nuit-là, ne retournait pas vers son ancienne vie. Il retournait vers un vide encore plus grand que celui qu'il avait connu avant de les rencontrer. Et dans sa chambre d'enfant, Manon dormait paisiblement, ignorant que son monde allait de nouveau s'écrouler au réveil. Le lendemain matin serait le plus difficile de la vie d'Élodie. Elle devrait expliquer à sa fille pourquoi papa Gabriel ne reviendrait plus jamais. 3 jours après la rupture, Gabriel n'avait pas quitté son appartement du 7e arrondissement. Il avait annulé tous ses rendez-vous, ignoré les appels de ses parents et passé ses journées à contempler la scène depuis sa fenêtre. Mademoiselle Laurent s'inquiétait, multipliant les messages sur son répondeur. Le 4e jour, Henri Moreau fit irruption dans l'appartement de son fils, utilisant le double des clés qu'il possédait encore. « Gabriel, ça suffit maintenant !» Il trouva son fils dans un état lamentable, barbe de plusieurs jours, costume froissé, regard vide. L'appartement, habituellement impeccable, était sans dessus-dessous. « Tu as obtenu ce que tu voulais, papa », dit Gabriel sans se retourner. « Élodie m'a quitté. L'empire Moreau est sauvé. » Henri s'assit lourdement dans le fauteuil en face de son fils. « Gabriel, je ne savais pas que tu souffrirais autant. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais hausser les épaules et passer à autre chose? Je pensais que tu finirais par comprendre que c'était mieux ainsi. » Gabriel éclata d'un rire amer. « Mieux pour qui? Pour toi? Pour les Beaumont? Pour notre chère réputation familiale? Pour toi? Pour ton avenir? » « Mon avenir ?» Gabriel se leva brutalement. « Mon avenir, c'était Élodie et Manon. C'était de rentrer chez moi et de voir un enfant courir vers moi en criant « Papa Gabriel ». C'était de dîner dans une cuisine qui sentait bon le pain frais et l'amour. C'était de me réveiller à côté d'une femme qui m'aimait pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » Henri resta silencieux, troublé par la douleur de son fils. « Tu sais quoi, papa? Garde ton empire. Garde tes partenaires snobs et tes principes d'un autre âge. Moi, je démissionne. Gabriel, tu ne peux pas. Si, je peux, et je le fais. » Pendant ce temps, rue de Ménilmontant, Élodie avait repris son ancien poste à la boulangerie. Monsieur Dubois l'avait accueillie sans poser de questions, voyant bien qu'elle traversait une période difficile. Manon ne comprenait pas pourquoi ils avaient de quitter la belle maison de Neuilly pour retourner dans leur petit appartement. Elle ne comprenait pas pourquoi maman pleurait souvent le soir, ni pourquoi papa Gabriel ne venait plus jamais. « Maman, quand est-ce qu'on va revoir papa Gabriel ?» demandait-elle chaque jour. « Papa Gabriel est très occupé avec son travail, ma chérie, » répondait Élodie, le cœur brisé de mentir à sa fille. « Mais moi, je m'ennuie de lui, et de mes grands-parents aussi. » Élodie serrait sa fille contre elle, luttant contre l'envie de tout lui expliquer. Comment dire à une enfant de 4 ans que l'amour ne suffit pas toujours, que parfois il faut renoncer à son bonheur pour le bien de ceux qu'on aime? Le 5e jour, Marguerite Moreau poussa la porte de la boulangerie. Élodie faillit lâcher le plateau qu'elle portait en la voyant. « Madame Moreau, que faites-vous ici? Je viens vous parler. Nous pouvons discuter quelque part en privé ?» Élodie demanda à son collègue de la remplacer et emmena Marguerite dans l'arrière-boutique où Manon jouait sagement. « Grand-mère Marguerite !» s'exclama l'enfant en se jetant dans ses bras. Marguerite la serra contre elle, émue. « Bonjour, ma chérie, tu m'as manqué. Tu vas dire à papa Gabriel de venir nous voir. Il me manque. » Marguerite échangea un regard douloureux avec Élodie. « C'est justement pour cela que je suis là, ma puce. » Une fois Manon installée avec ses crayons, Marguerite se tourna vers Élodie. « Mon fils est en train de mourir à petit feu.
Madame Moreau, laissez-moi parler. Gabriel a démissionné de l'entreprise familiale. Il refuse de nous voir, ne mange plus, ne dort plus. Henri et moi, nous avons réalisé quelque chose d'important. Élodie attendait, le cœur battant. Nous avons élevé nos enfants dans le respect des conventions, des apparences, du qu'en dira-t-on. Nous avons perdu Camille à cause de cela. Et maintenant, nous sommes en train de perdre Gabriel. Marguerite prit les mains d'Élodie dans les siennes. Vous nous avez appris quelque chose que notre argent n'avait jamais pu nous enseigner, ce que signifie vraiment le mot famille. Manon rayonne d'amour. Gabriel était transformé à vos côtés. Comment avons-nous pu croire que nos affaires étaient plus importantes que cela? Madame Moreau. Élodie, j'ai un aveu à vous faire. Quand Gabriel nous a présenté Manon, j'ai immédiatement vu Camille en elle. Pas seulement physiquement, mais dans sa joie de vivre, sa spontanéité, sa capacité d'amour. Vous avez préservé en elle tout ce que nous avions détruit chez notre fille. Élodie sentit les larmes monter. Henri et moi avons pris une décision. Nous renonçons à nos objections. Nous voulons que Gabriel vous épouse. Nous voulons que vous fassiez officiellement partie de notre famille. C'est trop tard, murmura Élodie. J'ai rompu nos fiançailles. Gabriel ne me pardonnera jamais. Détrompez-vous. Gabriel vous aime plus que tout au monde, mais il est fier, comme tous les hommes moraux. Il attend un signe de votre part, et vos partenaires d'affaires, votre réputation. Marguerite sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Quand on est heureux en famille, les affaires suivent. Les vrais partenaires, ceux qui comptent vraiment, ont fini par comprendre. Et pour les autres, tant pis. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle repensait aux mots de Marguerite, à la souffrance qu'elle avait cru lire dans ses yeux. Gabriel l'aimait-il vraiment assez pour lui pardonner? Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle confia Manon à M. Dubois et se rendit chez Gabriel. Elle le trouva sur sa terrasse, amaigri, le regard perdu vers l'horizon. Quand il la vit, il crut d'abord à une hallucination. « Élodie, Gabriel, nous devons parler. » Ils s'assirent face à face, séparés par une distance qui semblait infranchissable. « Votre mère est venue me voir, » commença Élodie. « Je sais, elle m'a tout raconté. Gabriel, j'ai fait une erreur. En vous quittant, je pensais vous protéger, mais vous m'avez détruit, » l'interrompit-il doucement. « Vous et Manon, vous étiez ma vie. Sans vous, je ne suis plus rien. Alors pardonnez-moi et épousez-moi. » Gabriel la regarda longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité qu'il espérait. « À une condition, dit-il finalement. Laquelle? Que vous ne repartiez plus jamais. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, nous les affronterons ensemble. » Ensemble, promit Élodie en se jetant dans ses bras. Leur baiser scella leur réconciliation et leur engagement mutuel. Ils avaient traversé l'épreuve la plus difficile de leur relation. Plus rien ne pourrait désormais les séparer. 6 mois plus tard, par une belle journée de printemps, Gabriel et Élodie se mariaient dans l'intimité, entourés uniquement de leurs proches. Ils avaient choisi la petite chapelle de Sainte-Marguerite à Belleville, là où tout avait commencé, plutôt que la cathédrale somptueuse que Marguerite avait initialement envisagée. Élodie portait une robe simple mais élégante, choisie avec l'aide de sa future belle-mère qui avait appris à respecter ses goûts. Manon, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur rose pâle, tenait fermement la main de son papa Gabriel, refusant de s'en séparer ne serait-ce qu'une seconde. « Maman, tu es la plus belle mariée du monde !» chuchota-t-elle pendant la cérémonie. Henri et Marguerite Moreau étaient au premier rang, les yeux embués de larmes de bonheur. À côté d'eux, Monsieur Dubois et son fils, les collègues de la boulangerie, quelques amis sincères de Gabriel qui avaient fini par comprendre la beauté de cet amour authentique. Quand le prêtre demanda à Gabriel s'il prenait Élodie pour épouse, sa voix trembla d'émotion. « Oui, je le veux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. » Élodie, les yeux brillants de larmes heureuses, répondit de même, et quand ils échangèrent leurs alliances, Manon applaudit si fort que toute l'assemblée éclata de rire. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le prêtre. Leur baiser fut tendre, chargé de tout l'amour qu'ils avaient failli perdre et qu'ils avaient su reconquérir. La réception eut lieu dans le jardin de leur nouvelle maison,
plus modestes que celles de Neuilly, mais parfaitement adaptées à leur famille. Gabriel avait finalement accepté de reprendre la direction de l'entreprise familiale, mais à ses conditions. Développement de logements sociaux, politique d'embauche ouverte, respect de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Un discours, réclamèrent les invités. Gabriel se leva, tenant sa flûte de champagne. « Mes chers amis, il y a 1 an, je pensais que ma vie était parfaitement organisée. J'avais un travail prestigieux, une position sociale enviable, tout ce qu'un homme de mon milieu pouvait désirer. Mais il me manquait l'essentiel, l'amour véritable. » Il regarda Élodie avec tendresse. Élodie m'a appris que la richesse ne se mesure pas en euros, mais en sourires échangés, en câlins spontanés, en dîners préparés avec amour. Elle m'a montré que la vraie famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par les liens du cœur. Il prit Manon dans ses bras. Et cette petite princesse m'a offert le plus beau des titres, celui de papa. Papa Gabriel, dis-leur que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur, s'exclama Manon, provoquant un silence stupéfait. Gabriel et Élodie échangèrent un regard complice. « Eh bien, dit Gabriel en souriant, puisque Manon a vendu la mèche, oui, nous attendons un heureux événement pour l'automne. » Les applaudissements et les cris de joie fusèrent. Marguerite pleurait de bonheur, Henri tapait dans le dos de son fils et M. Dubois levait son verre en criant « À la plus belle des familles !» Plus tard dans la soirée, Gabriel et Élodie se retrouvèrent seuls quelques instants sur la terrasse, regardant leurs invités danser dans le jardin illuminé de guirlandes. « Vous regrettez quelque chose ?» demanda Élodie, posant sa main sur son ventre encore plat. « Seulement de ne pas vous avoir rencontré plus tôt, » répondit Gabriel en l'embrassant sur le front. « Et vous ? Je regrette d'avoir douté de nous, d'avoir cru que l'amour n'était pas assez fort pour surmonter les obstacles. »« Il l'est, » murmura Gabriel. « Nous en sommes la preuve vivante. » Manon accourut vers eux, essoufflée par la danse. « Papa Gabriel, maman Élodie, venez danser, grand-père Henri m'a appris le tango. » Ils éclatèrent de rire en imaginant Henri enseignant le tango à une enfant de 4 ans. « Une dernière danse, Madame Moreau ?» proposa Gabriel à sa nouvelle épouse. « Avec plaisir, Monsieur Moreau. » Ils dansèrent sous les étoiles, entourés de tous ceux qu'ils aimaient, Manon virevoltant entre eux. Gabriel songea à Camille, sa sœur disparue qui avait rendu cette famille possible. Quelque part, il était sûr qu'elle souriait en les voyant si heureux. L'année suivante vit naître petit Lucas, un bébé aux yeux verts de sa maman et au sourire de son papa. Manon se révéla une grande sœur extraordinaire, protectrice et aimante. Élodie développa sa boulangerie en y ajoutant un salon de thé, créant un lieu de rencontre chaleureux où se mélangeaient toutes les classes sociales. Gabriel découvrit le bonheur simple de rentrer chez lui le soir pour retrouver sa famille bruyante et joyeuse. Les Moreau apprirent à leur tour ce qu'était une vraie famille. Marguerite devint une grand-mère gâteau qui passait ses après-midi à jouer avec Manon et Lucas. Henri découvrit les joies de lire des histoires à ses petits-enfants. « Tu sais, dit un jour Élodie à Gabriel, en regardant leur famille réunie autour de la table du dimanche, je crois que nous avons réussi quelque chose de merveilleux. Quoi donc? Nous avons prouvé que l'amour peut vraiment tout conquérir, que les différences sociales ne sont rien face à un cœur sincère, que les vrais contes de fées existent, même s'ils ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. » Gabriel sourit en regardant Manon aider Lucas à manger sa purée. Marguerite racontait ses souvenirs. Henri jouait aux petits chevaux. Le plus beau des contes de fées, mon amour, parce qu'il est réel. Élodie n'était plus la mère célibataire rejetée de Belleville. Gabriel n'était plus l'héritier solitaire de Neuilly. Ils étaient simplement une famille unie par l'amour, la confiance et le respect mutuel. Et si parfois ils repensaient aux obstacles qu'ils avaient dû surmonter, c'était pour mieux savourer le bonheur présent et se rappeler que les plus belles histoires d'amour sont celles qui se construisent jour après jour, dans la simplicité et l'authenticité. Car au-delà des différences sociales, au-delà des préjugés et des conventions, il y a toujours une vérité fondamentale. Quand 2 cœurs se trouvent vraiment, rien ne peut les séparer.